Donc je me présente, Adrien Allard, cofondateur et directeur général de Feedbooks. Et ma présentation est à propos de la distribution de ressources numériques, en particulier de livres numériques, et aborde un standard qui s'appelle OPDS, Open Publication Distribution System, dont l'objectif est de standardiser la navigation dans un catalogue. Bonsoir, merci d'être là. C'est juste avant les vacances, je sais, en tout cas. C'est un grand plaisir d'accueillir Adrien Gardeur aujourd'hui et je le remercie énormément d'avoir accepté de venir nous parler un petit peu ce soir. Adrien est le cofondateur de Feedbooks et ses réflexions sont extrêmement pertinentes pour tout ce qu'on fait à la fois dans le LabEx et dans tous nos projets. Je ne vais pas détailler tout ce qu'il fait, je vais tout simplement lui donner la parole et puis après on aura l'occasion de discuter avec lui après son intervention. Adrien, merci encore. Merci. Allez, alors, est-ce que c'est bon? Ah, c'est très vert, mais bon, ça va aller. Non? Ok, bon. On verra en vert. Voilà, bonjour. Je vais très rapidement me présenter. Donc, comme l'a dit Milan, je suis le cofondateur de Feedbooks. C'est une société qui est... notre activité principale, c'est d'être libraire numérique. Mais on travaille aussi dans plusieurs domaines assez adjacents à ça. On accompagne de plus en plus les bibliothèques pour tout ce qui est la mise en place de services autour des livres numériques, des ressources numériques en bibliothèque. Et on est aussi pas mal impliqué dans toutes les questions de lecture, vu qu'on publie aussi une application qui s'appelle Aldico. Et en plus de ces activités, donc, dans ma société, je suis aussi présent au sein de plusieurs associations. L'IDPF, qui est en fait l'organisme qui standardise ce qui est devenu vraiment le standard pour le livre numérique, donc le format EPUB, ainsi qu'une fondation un peu plus récente qui a été créée il y a 2 ans et qui a été lancée à Paris, la fondation Idiom, qui travaille sur des questions, des projets open source autour du livre numérique aussi, que ce soit sur le format EPUB, mais aussi des questions un peu plus larges, tout ce qui est voilà, le fait d'avoir des outils partagés et pas que des standards autour du livre numérique. Je vais vous parler plus en particulier d'un point précis aujourd'hui. C'est la question vraiment de la distribution du livre numérique et de comment on peut présenter des catalogues, naviguer dans ces catalogues et en quoi, quelque part, on a un certain nombre de changements fondamentaux qui ont déjà eu lieu, certains qui sont en train de se mettre en place. Voilà, ainsi qu'un certain nombre de réflexions autour de ça, suivi d'une présentation un petit peu du coup d'un standard qui cherche à répondre à ce besoin-là. Donc quand on parle du livre numérique, on aborde souvent en fait pas mal de questions différentes d'un point de vue technique. On parle souvent de la question de la structuration, qui est une question de fond, de comment est-ce qu'on structure un texte, et très souvent en fonction de la nature du texte et des besoins de ce qu'on veut faire avec ce texte. On voit qu'il y a des politiques très différentes de structuration, mais c'est devenu, voilà, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, la structuration, mais pour lequel, en dehors de certains domaines spécialisés, on voyait peu d'adoption. Avec l'avènement du livre numérique, on a vraiment une généralisation maintenant des pratiques de structuration des textes pour ensuite les exploiter sous différentes formes. Il y a un autre point dont on discute souvent, c'est la question du format, avec maintenant, on va dire, un consensus autour d'un standard qui est le standard EPUB. C'est un standard qui est difficile à définir EPUB parce que on est parti vraiment d'un standard qui traitait vraiment du livre noir, un peu du roman, des choses qu'on lit page à page, qu'on tourne. Et de plus en plus, on va vers un standard qui cherche à traiter de questions beaucoup plus vastes. Et je pense que c'est aussi quelque part le reflet de cet objet. Le livre, c'est pas un objet, en fait, c'est une grande diversité d'objets. Et ce format EPUB, même si on parle toujours d'EPUB au singulier, je pense de plus en plus on est avec des EPUB au pluriel, avec des profils, avec des besoins très, très différents selon la nature de l'ouvrage et ce qu'on veut faire avec. Un autre point qui revient assez souvent, souvent pour de mauvaises raisons, c'est la question de tout ce qui est la protection de ces ouvrages-là, des MTP. Donc ça, c'est une question assez sensible, notamment en ce moment à un niveau européen, vu qu'on parle beaucoup d'interopérabilité, de volonté de ne plus avoir de barrières entre les marchés et de s'assurer qu'un livre marche partout. Il y a aussi des travaux en cours là-dessus qui sont liés d'ailleurs indirectement à ce que je vais vous présenter. Je n'entrerai pas trop sur ce détail-là.
Et on parle aussi très souvent des échanges, on va dire, au sein de la chaîne du livre, à savoir comment est-ce que les différents acteurs du livre peuvent interagir entre eux, peuvent s'envoyer des métadonnées sur les livres. Mais ce qu'on oublie souvent, et ce qui est assez fondamental, c'est que une fois qu'on a structuré un livre, une fois qu'on a mis en place les manières de représenter ces livres numériques, il y a encore d'autres questions qui se posent. Et une question fondamentale, c'est comment est-ce que je peux découvrir un titre, comment je suis en tant que lecteur, comment on me met en relation avec des ouvrages. Et c'est une question qui est souvent laissée de côté et qui pourtant a vraiment son importance, surtout quand on considère les mutations qu'on observe en ce moment dans le numérique, hein, entre autres avec une importance de plus en plus prédominante des plateformes mobiles qui apportent beaucoup de changements, que ce soit dans les expériences utilisateurs, et que ce soit aussi dans les rapports de force qu'on a dans ces industries qui permettent ou ne permettent pas certaines choses. Donc je vais vraiment aborder d'abord cette question de naviguer dans un catalogue en partant, pas forcément justement des ressources numériques, en partant tout d'abord de l'exemple du livre physique. Donc là j'ai pris, c'est une photo, c'est pas moi qui ai pris cette photo, mais j'ai cherché une photo d'un libraire juste à côté de chez moi. Et quand on présente un catalogue dans le monde physique, quelque part c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu tous. Donc dans le cas d'une librairie par exemple, un élément de présentation du catalogue qu'on connaît tous, c'est la vitrine. Que la vitrine, c'est une manière pour un libraire de scénariser un catalogue, de mettre en relation des ouvrages les uns avec les autres et quelque part d'orienter le lecteur vers une partie de son catalogue. Et je pense que ce qui est très important, une différence assez fondamentale entre le livre en tant qu'objet physique et le livre numérique, c'est que le livre en tant qu'objet physique doit être présent en un lieu, et souvent en un lieu et un seul. Et les différents espaces, les différents catalogues qui nous sont présentés, que ce soit dans une librairie ou que ce soit dans une bibliothèque, très souvent donnent un sens à cette expérience de naviguer dans un catalogue en plaçant le livre à un endroit précis. Donc quand un libraire place un livre dans la vitrine, qu'il l'agence à côté d'autres livres, il donne du sens à ce catalogue, il crée une expérience. Ça peut être un sens qui est une volonté. Donc la vitrine, ça peut être les fameuses tables des libraires, les rayons de bibliothèque. Et il y a aussi très souvent pour le lecteur une création de sens indirectement, qui n'est pas voulu, qui n'est pas contrôlé. Et un très bon exemple de ça, c'est le chariot de retour dans les bibliothèques. C'est connu de tous les bibliothécaires que les lecteurs adorent aller fouiller dans le chariot de retour, c'est l'endroit où on trouve les livres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quelque part, ce chariot de retour, c'est une création... on crée du sens, quelque part on crée de l'intérêt pour des ouvrages de manière involontaire, simplement parce que ce chariot des retours montre qu'est-ce qui intéresse le lecteur, qu'est-ce qui circule, et donne cette information-là. Au contraire, le livre numérique, je pense à une de ses premières caractéristiques, et pas que le livre numérique d'ailleurs, mais la représentation numérique d'un ouvrage ou d'un objet en général, une des principales caractéristiques, c'est qu'un livre n'est pas présent à un seul endroit, il est présent potentiellement à un nombre infini d'endroits. Donc, quand on crée un catalogue, quand on cherche à donner du sens dans un catalogue numérique, ce qui est très intéressant, c'est que ce livre peut être présent dans un nombre infini de lieux. On peut mettre en rapport les livres d'autant de manières qu'on le souhaite. Il y a aussi un autre point qui est assez important, c'est qu'on voit que dans un catalogue de livres numériques, très souvent, on n'a pas de contraintes quant à la taille du catalogue. Donc, contrairement aux libraires qui ont des stocks, qui au bout d'un moment doivent se débarrasser des livres et les envoyer au pilon, ou les questions des herbages dans les bibliothèques, les catalogues de livres numériques tendent à aller vers un nombre conséquent d'ouvrages, et sauf à quelques exceptions près, en général, les catalogues ne diminuent jamais. On va toujours vers une augmentation constante du catalogue. Et un autre point qui est assez intéressant aussi, c'est que là où, très souvent, quand je navigue dans un catalogue, dans un lieu physique, les éléments qui me guident, ce sont les éléments qui sont autour du livre, que ce soit le rayon, la vitrine, ou les éléments que je vais avoir sur la couverture, la quatrième de couverture. Un livre numérique a aussi cette capacité qu'on peut facilement l'indexer et qu'on peut donc
extraire du sens ou trouver un livre, non pas par ce qu'il y a autour ou sur la couverture, mais aussi par ce qu'il y a dans ce livre-là. En prenant en compte tous ces éléments-là, et en particulier, je pense, la question de taille potentiellement infinie de catalogue et cette présence du livre dans de très nombreux contextes, ce qu'on voit, c'est que depuis un certain nombre d'années, de manière quasiment universelle, les catalogues se sont orientés vers de la recherche et navigation par facettes. Donc vous avez tous vu ce type d'expérience-là. En général, en plus, avec, même en termes de présentation, une présentation quasiment toujours la même, à savoir cette idée de facette à gauche, de résultats au centre de la page, et après cette capacité à aller en profondeur dans le catalogue. C'est à la fois une nécessité et une manière d'optimiser les choses qui explique le fait qu'il y ait une adoption aussi importante de la navigation par facette. Quand on se retrouve avec potentiellement des centaines de milliers, voire des millions d'ouvrages, ce qui devient fondamental, c'est la capacité, en tant que lecteur qui cherche un ouvrage, de passer d'un ensemble très important à un ensemble plus réduit ou à un ensemble ordonné différemment. Les facettes et la navigation par facettes répondent à ces besoins-là. Le fait que le livre n'est pas présent à un seul endroit, mais à potentiellement un nombre infini d'endroits, fait qu'on peut aussi mélanger tout plein de critères pour au final arriver sur une même fiche. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que je parle de cette généralisation de l'usage de la navigation et la recherche par facette pour le livre, mais ce qu'on peut voir, c'est que peu importe le site sur lequel on se rend, que ce soit pour chercher un livre au sein d'une bibliothèque ou que ce soit pour faire du shopping, j'ai pris un autre exemple, j'ai pris l'exemple d'un site qui vend des jeans, on remarque qu'on a exactement la même interface. Donc cette organisation, cette manière de naviguer dans un catalogue, au final, a de très loin dépassé simplement l'opaque d'une bibliothèque. Et on a maintenant une adoption massive de ces facilités de recherche et de navigation à n'importe quel site, quasiment, qui a un catalogue très important et qui doit donner des pistes pour le lecteur pour se retrouver dans cet ensemble. Un autre point qui est très important, c'est, et là je vais insister sur des éléments de vocabulaire, c'est qu'est-ce que c'est après que cette page? À quoi représente cette page? Qu'est-ce qu'on a dans cette page? Comment on pourrait qualifier les différents éléments de cette page? En réalité, dans cette page, ce que je retrouve, ce n'est pas le livre. Ce que je retrouve, c'est un lien vers le livre. Qu'est-ce que c'est qu'une page un résultat de recherche comme ça, ou de la navigation? C'est une collection de liens. Donc, il y a quasiment tous les sites aussi qui reprennent cet élément-là, utilisent en fait deux structures pour naviguer dans un catalogue. Une première structure qui est une collection de liens, collection sur laquelle je peux changer l'ordre et sur laquelle je peux filtrer les choses comme je souhaite. Et ensuite, par rebond, arriver sur une fiche descriptive de la chose qui m'intéresse. Même chose pour un catalogue de livres, encore une fois, même chose pour ça. Un autre élément qu'on retrouve aussi beaucoup dans ces catalogues, c'est une fois qu'on a dépassé la partie navigation et recherche par facette, on trouve le plus souvent une fiche bibliographique. Donc là, j'ai pris volontairement un exemple hors du livre, j'ai pris un exemple dans la musique. Et un élément de navigation qui est systématiquement utilisé et qui est de plus en plus utilisé, c'est le fait qu'on met en relation des livres ou des objets les uns avec les autres. Donc on a cette capacité du fait qu'on n'est pas restreint quelque part par l'objet physique et par la présence à côté d'un autre objet physique. On peut faire autant de mises en relation qu'on le souhaite. Donc les plus classiques, les éléments qu'on connaît par exemple dans un catalogue d'un libraire en ligne, c'est les gens ont aussi acheté ces ouvrages-là, des ouvrages du même auteur, des ouvrages de la même série. Mais on a en réalité dans un catalogue numérique une capacité quasiment infinie à mettre en relation des collections les unes avec les autres. Donc deux dimensions différentes. Une dimension globale, je navigue dans un catalogue soit par un élément de recherche, soit parce que j'ai pris
un ordre ou un élément qui me permet de limiter, et ensuite je peux aller plus en profondeur là-dedans, ou au contraire, l'utilisation d'une mise en contexte pour naviguer d'une collection à une autre. Pour résumer un petit peu ce que je disais, en quelques mots, la notion de lien est au cœur de cette expérience. Ce qui est fondamental, c'est qu'à chaque fois, que ce soit dans cette mise en contexte ou que ce soit dans la navigation par facette, l'élément principal, l'élément qui me permet de structurer le catalogue, qui me permet de donner du sens au catalogue, c'est le lien. Et ces liens sont utilisés pour faire ces choses-là. La navigation et la recherche par facette est devenue un moyen de manipuler de tels ensembles. Donc plus les ensembles sont importants, plus on ressent le besoin d'avoir ces facettes pour s'y retrouver. Et un autre point qui est très important aussi, c'est que la recherche par mots-clés devient un mode d'accès privilégié. C'est-à-dire que là où, dans un espace physique, en général, c'est la présence face à moi, le fait que je navigue dans cet espace qui va me permettre de découvrir ce que je recherche, on voit une tendance de plus en plus aussi à directement savoir ce que je recherche et utiliser des mots-clés pour rebondir et ensuite trouver ce qui m'intéresse. Les plateformes mobiles. Ce qui est important de préciser par rapport à ces éléments-là, c'est que ce que je vous ai présenté pour l'instant, ce sont essentiellement des sites web, ce sont essentiellement des expériences qui ont été conçues à la base pour être utilisées sur des ordinateurs. Avec le basculement sur des appareils mobiles, on voit une tendance un petit peu différente qui se met en place. C'est une tendance à ce que toute mon expérience soit le plus simplifiée et la plus directe et rapide possible. Il y a plusieurs impacts du fait que les usages basculent d'appareils, d'un ordinateur vers les appareils mobiles. Un premier impact de ça, c'est que l'unité de présentation dans un catalogue ne devient plus la page web. Il y a une tendance de plus en plus à basculer pour la navigation dans un catalogue vers des API. La manière donc de représenter cette information, la manière dont cette information est envoyée et est présentée est donc considérablement modifiée du fait qu'on n'est plus sur la même technologie. Une page web, c'est avant tout une technologie qui permet de présenter l'information. Une API, c'est avant tout une information qui permet de structurer l'information. Donc, même si on a toujours les mêmes enjeux de naviguer dans un catalogue, les mêmes enjeux de trouver sa prochaine lecture, le prochain livre qu'on souhaite lire, la manière de structurer le catalogue et la manière dont techniquement cette découverte a lieu est fondamentalement modifiée du fait qu'on a pu cette unité quelque part quasiment universelle de présentation qu'était la page web. Un autre élément aussi, c'est qu'on était très souvent dans une navigation dans des catalogues qui étaient pensés pour une seule taille d'écran. Donc quand on sait qu'on va avoir un certain nombre de pixels à l'écran, on peut se permettre par exemple d'avoir des interfaces où on dédie à tout moment un espace pour avoir des facettes, où on peut présenter des éléments de navigation assez avancés pour aller en profondeur dans le catalogue. Avec un basculement des usages de plus en plus sur des appareils mobiles, les choses deviennent un petit peu différentes. On se retrouve soudain dans une situation où un même catalogue doit pouvoir être présenté sur un écran 3 pouces comme un écran 11 pouces. Donc si les besoins restent les mêmes, la capacité à présenter le catalogue, à donner du sens à un catalogue et à permettre à l'usager de manipuler ce catalogue est considérablement modifiée par ce besoin de s'adapter à tous les écrans. Un autre élément très différent aussi, c'est que le basculement d'une navigation qui se fait par le biais d'un trackpad ou d'une souris à des interfaces tactiles fait que la dimension, la navigation, ne se fait plus sur un seul axe. Sur les sites que je vous ai présentés avant, la navigation dans le catalogue se fait systématiquement sur un seul axe, c'est-à-dire que je scrolle. Au contraire, sur le mobile, avec un accès directement, avec une manipulation quelque part beaucoup plus tactile, beaucoup plus proche, avec une physicalité plus importante, ce qu'on voit, c'est que
l'usager, le lecteur en l'occurrence, va avoir naturellement une navigation qui va se faire non plus sur un seul axe mais sur les deux axes et va avoir une tendance à vouloir manipuler les objets à l'écran. Donc ça provoque aussi des changements dans les interfaces et dans la manière dont on peut présenter un catalogue. Et dernier élément assez important, c'est que du fait aussi qu'on n'a plus la précision qu'on a sur des trackpads et des souris et qu'on est sur des objets qui sont essentiellement des écrans et qui sont du coup très, très visuels dans la manière dont les interfaces sont conçues, on va le plus souvent vers une simplification des interfaces pour ces catalogues. On va de plus en plus vers des catalogues qui sont principalement visuels, qui présentent des couvertures, qui présentent des images. Et au lieu d'avoir cette unité qu'on avait avant, très souvent, de fiches bibliographiques, d'éléments comme un titre, la quatrième de couverture des catégories, on va de plus en plus vers une représentation visuelle des éléments d'interface quand on navigue dans un catalogue. Un très bon exemple de ça, et c'est en fait un exemple qui a commencé dans leur cas un petit peu avant même le fait qu'il y a un engouement pour les interfaces mobiles, c'est si vous prenez le catalogue d'un service comme Netflix. Donc typiquement, un service comme Netflix correspond tout à fait à la liste de ce que je communiquais avant. C'est-à-dire que la navigation ne se fait plus simplement sur un axe, la navigation se fait sur deux axes. On voit qu'on perd la majorité des informations, des métadonnées qui étaient présentées traditionnellement dans un catalogue en ligne. On n'a pas de titre apparent, on n'a pas de catégorie apparente. On bascule vers des éléments de navigation qui sont principalement visuels. En l'occurrence, la jaquette, la couverture pour le film. Ça arrive même d'ailleurs, ils créent des jaquettes différentes de l'affiche ou de la couverture DVD, parce que visuellement, ce qu'ils avaient avant pour les DVD ou pour les films ne marche pas dans ce contexte-là. Donc il y a vraiment un besoin, quelque part, de représenter de manière très visuelle l'artefact qu'on est en train de naviguer. Un autre élément aussi, c'est que, comme on le voit, il y a une simplification très très importante des éléments d'interface. Là où sur à peu près n'importe quel site d'e-commerce ou n'importe quel site qui me vendra des DVD, j'aurai a priori des facettes, au moins quelques ordres de tri, il y a une disparition quasiment totale de ces éléments-là dans la majorité des interfaces de catalogue. C'est vrai pour un service comme Netflix, mais si vous vous rendez par exemple sur le catalogue, je ne sais pas, de différents services en ligne pour du livre, peu importe que ce soit iBooks, que ce soit Amazon, tous ces services-là, il y a une disparition sur les interfaces mobiles quasiment systématiquement de toutes ces facilités de navigation qui permettent d'aller loin dans le catalogue. Donc, indirectement, qu'est-ce que ça veut dire? Indirectement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on sort d'un monde où je peux aller très en profondeur dans le catalogue, l'opaque, le site d'e-commerce, vers un monde qui ressemble de plus en plus à quoi? À la vitrine ou aux tables d'une librairie, où au final on me présente un nombre assez réduit d'éléments, une scénarisation très forte d'un pan réduit du catalogue avec des éléments très visuels, des choses qui sont plus naturelles et faciles à manipuler pour l'usager. Et qu'est-ce qu'on voit disparaître? On voit disparaître, voilà justement la capacité d'aller en profondeur. Ce qui ne disparaît pas et ce qui est de plus en plus par contre utilisé, c'est la mise en contexte. La mise en contexte reste elle aussi visuelle, mais il y a une mise en contexte en général encore plus renforcée dans la manière dont on navigue le catalogue. Donc le catalogue, ça devient une vitrine, une recherche par mots-clés et un rebond par la mise en contexte de différents objets les uns entre les autres. Une autre conséquence aussi de ce basculement vers ces plateformes mobiles, c'est le contrôle qui est exercé par ces différentes plateformes. Là où n'importe qui peut faire un site web et n'importe quel navigateur permet d'accéder à n'importe quel site web, dans l'univers mobile, le plus souvent, on est dans un univers fermé dans lequel l'expérience de lecture, l'expérience d'écoute, l'expérience de regarder un film est liée à un catalogue et un seul et ne permet pas d'accéder à une multitude de catalogues. Ces enclos se font de plusieurs manières.
Elle se fait d'abord par le fait que l'unité, comme je disais, l'unité universelle de navigation du catalogue n'est plus la page web, mais devient l'application, qui est une manière d'enfermer l'usager. Mais elle se fait aussi par les restrictions que certaines de ces plateformes imposent. Donc, par exemple, je suis libre d'acheter sur n'importe quel site web. Si je souhaite faire une application qui permet de vendre un livre numérique ou de la musique, et que je fais cette application dans l'écosystème d'Apple, il y a un certain nombre de restrictions qui sont aussi imposées par ces acteurs-là. Donc, de quelque chose d'universel dans le mode de présentation et dans la capacité d'accéder à plein de sources de données, on bascule vers des plateformes, de 1, et des applications en deuxième lieu, qui restreignent l'accès et qui restreignent aussi la manière dont je peux accéder aux choses. Donc les restrictions se font aussi très souvent sur les formats, les DRM, ces choses-là. En quelques mots, nouvelle tour de Babel numérique. Donc ce que je vais vous parler pour la suite, le standard OPDS, c'est une volonté en fait d'aller justement contre ce constat. Donc le constat est multiple. Premier constat, on bascule d'un monde où on était libre d'accéder à différentes sources vers un monde où je suis contraint d'accéder à une seule source. On bascule aussi d'un monde où on avait des capacités, on avait des moyens assez complexes d'aller en profondeur dans un catalogue, vers un monde où on est essentiellement sur de la scénarisation et une expérience plus limitée dans la profondeur d'accès à un catalogue. Et aussi dans un monde où il y a un contrôle très fort qui est exercé. La volonté, quelque part, de ce standard OPDS, c'est de mélanger à la fois le côté facile, le côté visuel, comme on l'avait là, ce type d'interface qu'on retrouve dans un monde mobile, et de concilier ça avec des propriétés du web, comme la capacité d'accéder à n'importe quelle source de contenu, et la capacité d'aller en profondeur dans un catalogue. Donc, premier exemple de ça, à l'heure actuelle, sur les applications de lecture, aucune application de lecture, ou presque, ne permet d'accéder de la même manière à un catalogue d'une bibliothèque ou à un catalogue d'une librairie. La plupart du temps, sur les différents services qui sont proposés, le lecteur va se retrouver avec une application pour accéder à un catalogue d'un libraire, une autre application pour accéder au catalogue d'un autre libraire, et une troisième application pour accéder au catalogue de sa bibliothèque. Et peut-être d'ailleurs encore une autre application si une partie du catalogue est présente là-dedans. Le but du standard OPDS, c'est que peu importe la nature du catalogue que j'accède, tous ces catalogues puissent se retrouver en un même lieu. Et que non seulement tous ces catalogues puissent se retrouver en un même lieu, mais que de la même manière dont sur un navigateur, je peux accéder à une source de contenu tant que je connais son URL, on peut aussi accéder à n'importe quel catalogue, ajouter des catalogues, et que tout le monde soit libre de faire des catalogues pour y accéder. En quelques mots, donc, c'est quelque chose qui est décentralisé, donc ce n'est pas quelque chose qui est vertical, ce n'est pas un standard qui pousse vers une intégration à la fois de l'expérience de lecture et de l'expérience de navigation dans un catalogue. Tout le monde peut accéder à n'importe quel catalogue. Deuxième point, et ça c'est un point fondamental sur lequel je vais m'attarder un petit peu, on parle ici de structurer l'information au lieu de la présenter. Si la page web est pour un navigateur une unité universelle, ce qu'on structure dans une page web, ce n'est pas vraiment la structure du catalogue. Si en réalité je regardais le code source de Gallica ou du site d'e-commerce que j'avais pris, qu'est-ce qu'on va observer dans ce code source? On va observer que la nature de l'information n'est pas représentée. On n'a à aucun endroit dans la structuration quelque chose qui indique ceci est une facette, ceci est un lien qui me permet de changer l'ordre de tri, et là c'est une couverture d'un livre.
Cette information-là n'existe pas. Une page web structure avant tout des éléments de présentation. Et c'est un vrai paradoxe, parce que si à la base, les pages web avaient vocation à structurer l'information, on va de plus en plus vers un monde où le standard HTML et ce qui l'accompagne, le CSS et JavaScript, deviennent des environnements applicatifs permettant de présenter visuellement des applications, et de moins en moins vers quelque chose qui structure l'information. Il y a eu un vrai conflit, il y a quelques années d'ailleurs, entre plusieurs groupes au sein du W3C, entre ceux qui souhaitaient aller vers plus de structuration et ceux qui souhaitaient aller vers quelque chose qui se rapproche plus d'un environnement applicatif. Et la tendance, clairement, est qu'on va vers quelque chose qui est un environnement applicatif et pas un document structurant l'information. Au contraire, le standard OPDS, c'est une manière de structurer l'information. À aucun endroit, un catalogue OPDS ne va donner une information indiquant ceci, vous devez le mettre en gras, ceci, vous devez le mettre à gauche, vous devez le mettre à droite. Qu'est-ce que structure un catalogue OPDS? Elle structure la nature de l'information de deux manières différentes, par le biais de métadonnées et par le biais de liens. On va du coup communiquer des informations comme dire pour cet ouvrage, le titre, voici le titre. Pour cet ouvrage, voici l'auteur, voici les catégories. Ce lien est un lien qui correspond à une couverture, donc il y a une structuration de l'information. Pourquoi est-ce que l'information est structurée et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Structurer l'information, dans ce cas, permet de s'adapter aux différentes expériences mobiles. Donc, quand, par exemple, Netflix communique entre leur serveur et leurs clients, à aucun moment ils n'envoient d'informations qui donnent cette information de présentation. Ils envoient des liens vers des couvertures, des liens vers la fiche plus détaillée d'un ouvrage. Et en envoyant cette structure, ils laissent un libre choix à l'application de présenter l'information comme elle le souhaite. En changeant d'un environnement mobile à un autre, en passant d'une taille d'écran à un autre, ce qui est communiqué entre le serveur et le client reste la même chose, mais la présentation, elle, diffère. Donc il y a une adaptation de la présentation du catalogue, mais la structure reste la même. Un autre point très important du fait qu'on structure l'information au lieu de communiquer quelque chose qui est simplement fait pour être présenté à l'écran, c'est que un tel standard, un tel catalogue devient du coup accessible. Donc, c'est que c'est un véritable enjeu et malheureusement, en particulier pour le livre numérique, l'accessibilité reste le grand oublié de ces différentes questions-là. Mais la majorité des sites web, la majorité des catalogues, des bibliothèques, des catalogues de libraires ne sont pas accessibles. Et l'accessibilité se fait principalement par lecture de ce qui est affiché à l'écran, sans qu'on connaisse le sens. En connaissant le sens, en structurant le catalogue, on rend possible la possibilité d'avoir des appareils de braille, par exemple, des appareils qui font la lecture, qui sont dédiés, pour présenter le catalogue de manière différente. Donc, structurer un catalogue et laisser libre la présentation, ça permet autant de s'adapter à différents types d'écrans, à différents environnements mobiles, que ça permet des modalités d'accès à un catalogue qui sont différentes. Donc on peut très facilement basculer d'une modalité visuelle, je représente à l'écran, d'une modalité textuelle, par le biais d'un appareil braille, ou n'importe quelle autre modalité. On pourrait très bien imaginer avoir un appareil qui lit à haute voix les éléments de navigation du catalogue et permet d'y accéder. Voilà. Et finalement, le dernier point qui est très important, c'est que la notion de lien est au cœur du standard. Et cette notion de lien, elle est relativement développée dans le cadre de ce standard OPDS. Très souvent, quand on considère, si on cherchait à représenter le web et les pages web connectées les unes entre les autres, on représenterait cette structure, cette information-là, sous la forme d'un graphe. Mais ce graphe a très peu d'informations sur la manière dont les différentes pages web sont structurées les unes entre les autres. Les différentes pages web sont en général reliées les unes aux autres avec une seule notion, c'est la notion d'URI.
C'est l'identifiant qui permet d'accéder à la page web et qui identifie la page web. Or, les différents spécialistes, en l'occurrence les personnes qui ont travaillé en particulier sur le standard HTTP, avaient une vision de la notion de lien qui est assez différente de celle qu'on connaît aujourd'hui dans les pages web. Au lieu de simplement signifier où aller, leur notion de lien s'accompagnait en général de deux autres informations. Donc, où aller, ça répond à la question de comment je passe d'une ressource à une autre. Mais cette notion de lien telle qu'il avait définie, en particulier au niveau du standard HTTP, définit aussi deux informations très importantes, qui est quelle est la relation entre ces deux ressources, de 1. Pourquoi, du coup, j'accéderai à cette autre ressource, pas simplement où je peux aller, mais pourquoi j'attendrai cette ressource-là. Et un autre élément très important, qui est comment j'accéderai à cette ressource. Sur une page web, si j'ai un lien vers un livre, à aucun moment ce lien va me signifier que ce lien va pointer vers une autre page web ou que ce lien pointe vers la fiche d'un livre ou quoi que ce soit d'autre. Par exemple, si je suis sur la page d'un livre et que c'est un livre que je peux télécharger, je vais avoir un texte qui va me dire « télécharger », mais dans le lien en tant que tel, il n'y aura aucune information qui va m'indiquer ce que je vais télécharger ou que en fait, ce lien me permet de télécharger et pas simplement d'afficher une ressource, mais l'utiliser ailleurs. Dans le standard OPDS, au contraire, tout le sens, toute la manière, toute la structuration de l'information se fait par le biais de ces liens-là. En indiquant à chaque lien une relation et en donnant un media type, donc l'information qui dit ce vers quoi on pointe, on crée du sens et on permet au client, en faisant l'extraction de ce sens-là, de présenter l'information. Quasiment l'intégralité de ce qui est fait dans ce standard, toutes les interactions possibles, toute l'information qu'on donne sur la manière de présenter, enfin, toute la structuration se fait par cette notion-là. Si on comprend cette notion qu'un lien, ce n'est pas simplement la manière de pointer vers quelque chose, mais aussi le moyen de pointer pourquoi on irait suivre ce lien-là, on arrive à structurer et à faire des choses très avancées. Pour basculer vers quelque chose d'un peu plus technique, je le disais tout à l'heure, en réalité, quand je navigue sur un catalogue, typiquement l'OPAC d'une bibliothèque, en réalité, ce que je vois, c'est non pas une collection de livres, c'est une collection de liens. OPDS s'appuie vers un standard qui s'appuie sur la même notion, enfin sur deux notions, sur la notion de collection et la notion de ressource. Une ressource, c'est l'unité qui va décrire un livre. La collection, c'est un ensemble de livres que je regroupe ensemble. Tout se fait ensuite par le biais de deux éléments, des métadonnées. Donc au lieu de dire ça c'est en gras, on va dire ça c'est un titre. Il y a des possibilités par l'utilisation de vocabulaire XML de donner un sens commun, une définition commune à certains de ces termes. Les relations vont me permettre de savoir comment naviguer dans ce catalogue, comment interagir avec ce catalogue. Et les media types vont me permettre de savoir qu'est-ce que j'obtiens derrière. Donc, typiquement, si le lien, au lieu de simplement avoir une URL, me dit en relation, couverture et en media type JPEG, je ne vais pas avoir besoin de suivre cette ressource. Il me suffira d'avoir l'information du lien pour savoir exactement à quoi m'attendre derrière et pourquoi je devrais suivre ce lien. Je reste sur des points un peu plus techniques. Donc, encore une fois, l'unité de navigation, de structuration du catalogue, cette notion de collection ressources, qui se matérialise sous deux choses, en fait, sous la forme de feed et d'entry en un tome.
on a une différenciation très forte, et j'insiste là-dessus, entre quand je navigue dans une collection et qu'en fait j'ai une collection de liens et la vue détaillée d'une ressource. Et une des raisons pour lesquelles on s'appuie du coup sur Atom et pas d'autres standards, c'est que justement, Atom, c'est un standard en fait, qui respecte très bien un principe du web qui est assez méconnu. C'est le fameux HATEOAS, qui veut dire c'est Hypertext as the, et j'oublie toujours le O. En gros, on utilise l'hypertexte pour naviguer dans une machine à état. C'est-à-dire qu'à un instant T, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a avant comme ressource, à quelle ressource j'ai accédé avant, ou à quelle ressource j'ai accédé après, pour savoir vers où je vais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'accède à une ressource, en regardant les liens, je peux ensuite prendre la décision de vers quelle ressource je vais me diriger. Voilà. Comment je décide de me diriger et comment je décide de basculer vers l'autre ressource, c'est en s'appuyant sur ce qu'on a vu juste avant sur le lien. Des liens qui sont riches de sens, en n'ayant pas simplement une URI, mais en ayant aussi une relation et un mediatype qui qualifie le lien. Pour ceux qui sont qui pourraient être effrayés par ces acronymes-là, je vous conseille de lire la thèse qui a été faite par Roy Fielding là-dessus, qui est doctorant à la fois en philosophie et en informatique, et qui a extrêmement bien décrit justement l'essence même du web, et qui parle du web comme style architectural, si je traduisais ça en français, et qui, en définissant des contraintes, en réalité a créé un système. C'est une lecture très intéressante, on n'a pas besoin d'être... Pour les personnes qui ont la partie la plus technique, c'est très enrichissant pour comprendre la structure, et pour les personnes qui s'intéressent, on va dire, plutôt au concept et à la structure, c'est une très belle manière de comprendre la technique. Malheureusement, il y a très peu de gens qui vont jusque-là, et très souvent, on a des personnes qui comprennent soit totalement l'un des côtés, soit totalement l'autre, et c'est vraiment une saine lecture si on a envie de voir comment ces deux mondes-là voilà, interagissent l'une avec l'autre. C'est la thèse, en fait, de Roy Fielding. Voilà. Donc Roy Fielding qui a entre autres travaillé sur le standard HTTP. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le travail qu'il a fait sur le standard HTTP a été a posteriori. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des concepts, des principes, donc c'est ce style architectural-là qui ensuite permet d'écrire un standard, il a fait le travail inverse, il a fait quelque part du reverse engineering, à savoir qu'il est parti de la technique et qu'il a défini en fait des contraintes et des concepts à partir de ce standard technique. Voilà. Donc le OPDS en tant que standard s'appuie principalement sur cette notion-là. C'est-à-dire que si on comprend cette notion de hypertext as the engine of... Et c'est le IS que j'oublie maintenant, bref. As the engine of... Non, c'est pas ça. Of application state, voilà. Donc c'est parce que c'est une machine à état, donc c'est pour... c'est le state que j'oublie toujours. Donc on s'appuie en fait simplement sur cette notion-là. C'est-à-dire que si vous allez sur bon nombre de services, bon nombre d'API, ce qu'on constate très rapidement, c'est que la majorité des API qui existent ignorent ce principe-là, et que du coup, pour interagir avec ces API, on est obligé de connaître à l'avance les ressources, de savoir qu'est-ce qu'on va avoir derrière, et de coder en dur quelque part ce comportement-là. Là, à l'inverse, on a un système où on découvre les interactions et ce qu'on peut faire avec le système au fur et à mesure. On est dans une découverte continue, et au fur et à mesure qu'on accède aux ressources, on voit comment interagir avec ces ressources. On découvre la manière d'interagir avec ces ressources. Donc en s'appuyant sur ce principe-là et sur un ensemble de métadonnées, le standard OPDS en fait crée deux grandes structures. J'ai mis 4 éléments, mais en réalité il n'y en a que 2. On a cherché à simplifier les choses au maximum, et en fait en utilisant ces quelques structures
et cette notion de lien et de métadonnées, ensuite pouvoir créer des catalogues très riches. Ces deux structures, c'est la notion de navigation. Donc quand vous êtes sur un site web, très souvent en haut du site web ou sur une barre, vous avez navigation. Donc la navigation, c'est quelque chose en général qui est global, qui la plupart du temps n'est pas contextuel et qui vous permet de naviguer depuis n'importe quelle ressource vers un point. Donc on a cette notion-là, on a cette notion de navigation. Et on a une deuxième notion, la notion de collection en tant que collection d'acquisition. Donc une collection d'acquisition en OPDS, c'est un ensemble de ressources dont je peux faire l'acquisition, peu importe la nature de ces ressources-là. Ça pourrait être des livres, ça pourrait être de la musique, ça pourrait être des photos, peu importe. Le seul principe, c'est qu'on a un ensemble de ressources dont je peux faire l'acquisition. Donc on n'a pas encore fait de catalogue OPDS qui permette d'acheter des jeans ou des jupes, mais on pourrait le faire. Pourquoi? Parce que ça reste une collection de jupes dont je peux faire l'acquisition. Donc ce concept-là peut s'adapter à beaucoup de choses. Je reviens juste après sur la notion d'acquisition. En plus de ces deux structures-là, donc de ces deux manières de représenter un catalogue et naviguer dans un catalogue, on retrouve deux choses fondamentales, mais qui en réalité techniquement en OPNS ce sont que des liens. 1, la recherche. 2, les facettes. Qu'est-ce que la recherche? La recherche, c'est, par mots-clés, le plus souvent, c'est simplement une URI template. Donc, je pense que tout le monde est familier avec les notions d'URI. Tout le monde n'est pas forcément familier avec les notions d'URI template. Une URI template, quelque part, c'est un plan sur comment on peut construire une URI. C'est une manière de décrire comment je vais pouvoir construire une URI. Donc, en OPDS, on utilise une URI template pour la recherche. Comment? En proposant un plan qui indique où, dans l'URI, envoyer les mots-clés pour déclencher une recherche. Voilà. Cette notion d'URI template, c'est quelque chose qui est très 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 fort dans un tel système, parce que au lieu d'être lié simplement à un lien et un seul, ça ouvre la possibilité d'avoir des interactions plus fines avec le système. Je vais vous prendre un exemple. Si mon catalogue est un catalogue de bibliothèque et que les liens me permettent d'emprunter un livre, peut-être que le livre, je souhaite l'emprunter 14 jours ou je souhaite l'emprunter 28 jours ou 21 jours. Si je suis lié à une URI et une seule, je serai limité aux options offertes par la bibliothèque. Si, au contraire, le système m'expose une URI, une template d'URI, alors le client devient libre d'interagir avec ce système. Je ne vais pas être limité aux 2 ou 3 options que va me proposer ma bibliothèque. Je vais pouvoir envoyer la valeur que je souhaite, tout le temps que le système, en retour, me dit si cette valeur est acceptée. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très puissant et qui est assez peu employé encore, qui l'est de plus en plus, mais qui permet justement de rendre ces systèmes beaucoup plus flexibles. Et les facettes, au contraire, les facettes en OPDS, ce sont de simples liens. Si par exemple, je recherche un catalogue en sciences humaines et qu'après avoir rentré un mot-clé, j'ai une facette pour limiter par domaine lié, et si par exemple je fais une recherche, donc je recherche un mot-clé et je veux un titre en philosophie ou un titre en sociologie, le catalogue pourrait m'exposer une facette philosophie dans les catégories et une facette sociologie. C'est représenté par des liens. Encore une fois, j'ai un ensemble, j'ai un lien qui me permet de basculer de cet ensemble vers un sous-ensemble restreint qui applique cette facette-là. Les facettes sont des simples liens. La seule chose qu'on ajoute par rapport aux liens, c'est qu'on amène la notion de groupe. C'est-à-dire que comme on le voit très souvent, les facettes, telles qu'elles étaient affichées à gauche, très souvent, elles sont regroupées ensemble. Donc si ça peut être regroupé par genre littéraire, ça peut être regroupé par langue, et on a cette notion-là, donc on a simplement des liens qui sont regroupés ensemble. Un catalogue OPDS, ça permet de faire l'acquisition de ressources avec une définition assez large de ce que c'est que l'acquisition d'une ressource. L'acquisition d'une ressource, ça peut être acquérir une ressource en open access, ça peut être emprunter une ressource, ça peut être acheter une ressource,
Ça peut être j'ai envie d'avoir les 2 premiers chapitres, c'est un extrait, c'est abonner une ressource. L'objectif, encore une fois, ce n'est pas de se limiter à une modalité d'acquisition sur un catalogue, mais de supporter le plus grand nombre possible de modalités d'acquisition. Donc ça, c'est quelque chose qui peut évoluer. Il y aura, si d'autres modalités d'acquisition sont nécessaires, ils pourraient facilement être ajoutés. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est simplement un lien avec une relation qui change. Là, je vous ai mis acquisition open access. Pour la même ressource, ça serait simplement changer la relation que décliner ces différentes modalités d'acquisition. C'est pour ça que c'est très puissant d'avoir des liens qui ne se limitent pas à pointer quelque part, mais qui amènent cette information-là en plus. Voilà. Donc pour changer un petit peu des acronymes barbares et passer à quelque chose de plus visuel, à quoi ça ressemble? Donc là, c'est un exemple très simple. Là, c'est un exemple justement sur le catalogue de Feedbooks pour une expérience de navigation, donc un catalogue de libraire. À gauche, vous avez un exemple très simple d'une manière dont pourrait être présenté un catalogue, un flux de navigation. Donc ce qui est important, c'est que le flux, en aucun cas, n'indique qu'on doit afficher les éléments les uns sous les autres. Donc si un autre client souhaitait afficher cette information-là d'une manière totalement différente, libre à lui de le faire. Voilà. Donc un flux de navigation, c'est simplement du texte, des liens. Si j'appuie dessus, ça m'amène quelque part. Très simple. À côté de ça, vous avez à droite un exemple de flux d'acquisition. Donc ce flux d'acquisition-là, c'est un ensemble d'entrées. Chaque entrée ici est un livre. Il y a des métadonnées qui permettent au client de présenter ce livre. Donc une des métadonnées, il y a en l'occurrence 2 métadonnées et 2 liens qui sont représentés ici. Le titre, les auteurs et contributeurs. Il y a un lien vers une couverture. Donc ce lien dans la relation, on dit c'est une couverture. Donc l'application cherche cette relation, peut ensuite la représenter sous cette forme-là. Et il y a un autre lien qui indique que la modalité d'acquisition, ici, c'est de l'achat, associe un prix vu qu'on est sur de l'achat, et c'est pour ça qu'on a un prix qui est affiché. On pourrait faire exactement le même exercice avec un catalogue de bibliothèque, où on peut emprunter de la musique. J'aurais des jaquettes ou pas d'ailleurs à la place de ça. Je pourrais afficher la durée de l'album au lieu d'afficher le groupe si je le voulais. Et au lieu d'afficher 10,99, ça pourrait être disponible à l'emprunt ou en réservation, vous l'aurez dans un mois. Voilà. On a cette flexibilité de structurer l'information. Ce qui est important là, c'est que, encore une fois, libre au client, à l'application, de présenter les choses comme il le souhaite. Donc si je basculais par exemple sur un écran beaucoup plus grand, le plus probable c'est que j'ai plus d'éléments, par exemple des couvertures plus grandes, ou peut-être que j'aurai les catégories qui sont affichées en plus. Et tout ça se fait naturellement, simplement en extrayant l'information dans le flux. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment fait pour s'adapter au contexte dans lequel il est présenté. J'ai pris un autre exemple, ça c'est un exemple sur iOS. Donc typiquement, sur iOS par exemple, il n'y a pas d'éléments natifs pour présenter des onglets infinis. Donc là vous avez un peu un exemple typique sur Android, c'est qu'il y a cet élément d'interface qui est les onglets infinis, où je peux comme ça scroller et passer d'un onglet à l'autre. C'est un élément qui n'existe pas sur iOS, donc une autre application pourrait faire le choix de ne pas présenter cet élément-là et d'utiliser par exemple le même genre de choses que ce qu'on avait sur l'exemple de Netflix. Voilà, on peut vraiment présenter les choses comme l'autre. Et j'ai un autre exemple ici, j'ai un exemple de navigation par facette. Donc c'est quelque chose qui malheureusement très souvent disparaît dans la majorité des applications qui présentent des catalogues sur des applications mobiles. On a une volonté dans le cadre de cet écosystème OPDS de ne pas perdre cette facilité-là, parce que c'est une capacité d'aller très loin, très en profondeur dans le catalogue. Et donc là, on a un exemple, une des manières dont des facettes peuvent être présentées. Donc je suis sur un flux de nouveautés, je fais refine, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être facettes, ça pourrait être, si je suis sur une tablette, on pourrait les avoir à gauche comme sur un site web, ou en haut, peu importe. Et ensuite, on peut, avec des groupes de facettes, filtrer. Donc essayer sur l'iBook Store, par exemple, de sélectionner policier
et de trouver des polars en espagnol, vous ne pourrez pas. Pourquoi? Il n'y a pas de facette. C'est en général ce qui est utilisé dans un catalogue pour faire ça. Donc là, on a quand même une volonté dans ce standard et dans les applications qu'il implémente de ne pas perdre cet aspect-là pour avoir cette puissance-là. Voilà. Je vais juste, ça va être mon dernier élément de présentation là. Je vais juste rebondir sur un autre point, c'est qu'il y a, en dehors de cette problématique, donc cette tour de Babel quelque part des catalogues, avec chacun qui fait les choses à sa sauce, avec ses limitations où j'ai un seul catalogue qu'on peut accéder dans une seule application. Il y a une autre situation qui est assez désastreuse, c'est la situation des bibliothèques numériques. On voit qu'il y a une situation un peu différente entre les bibliothèques universitaires et les bibliothèques municipales ou BDP, mais au final, on tombe un peu sur le genre de problème. On voit que, tout d'abord, en fonction des modèles, il y a en fonction des pays, une grande diversité de modèles qui s'impose. C'est-à-dire que si on est en Suisse, ou si on est en France, ou si on est en Suède, les bibliothèques n'ont pas du tout les mêmes modèles qui permettent l'accès à leur catalogue. Donc, dans un cas, on va être sur des modalités où les bibliothèques doivent acheter les livres un par un, dans l'autre où elles doivent acheter des bouquets. Et cette différence de modèles fait qu'on crée déjà naturellement une première frontière entre les pays. Une bibliothèque peut acheter un livre papier venant de Suède. Une bibliothèque française aura bien du mal à acheter un livre suédois sous forme de ressources numériques, parce que rien que le modèle est incompatible. En plus de cette incompatibilité de modèles, on a très souvent des obstacles techniques. Donc on voit que très souvent les acteurs mettent en place des modalités techniques qui empêchent le fait que les différents systèmes de bibliothèques puissent communiquer les uns avec les autres. J'ai un exemple assez pertinent là-dessus. En Belgique, du côté flamand, la seule manière d'accéder aux ressources numériques, c'est via une application dédiée, alors que du côté wallon, on peut avoir un site web et on peut accéder, on peut lire après les livres sur n'importe quel appareil. Donc même dans un pays comme la Belgique, on n'a même pas de compatibilité au sein d'un même pays entre les deux ensembles linguistiques. L'expérience et ce qu'on va pouvoir faire avec les livres est totalement différent. Pour les bibliothèques, les ressources universitaires, c'est encore pire. C'est-à-dire que très souvent, les bibliothèques ne peuvent même pas agréger ce qu'elles ont acheté. Elles sont obligées par rebond de faire pointer vers des plateformes propriétaires où après, voilà, Elsevier, Wiley, peu importe, décident de la manière dont on va naviguer dans le catalogue. Donc, ce que j'avais montré là pour la BNF, les BU, la plupart du temps, ne peuvent même pas faire ça, parce qu'elles ne sont même pas en capacité d'amener toute l'information au même endroit et d'avoir une seule interface pour présenter l'information. Donc un obstacle technique assez majeur. Il y a aussi des obstacles vis-à-vis des licences, donc les éditeurs qui voilà, imposent ceci ou cela. Et dernier point encore plus problématique, des monopoles dans certains pays. Aux États-Unis, il y a quasiment une situation de monopole avec Overdrive, qui a été racheté par Rakuten. Donc, qu'est-ce que ça fait si un Japonais prend le contrôle du système des bibliothèques américaines? Voilà, question qu'on peut se poser. Et voilà. Donc, on a une situation qui est encore pire quelque part que la situation des catalogues pour les librairies, qui fait qu'on a tout un ensemble d'obstacles. Toujours en s'appuyant sur ce que je vous ai présenté juste avant, il y a un travail de standardisation qui est en train d'être effectué, donc, entre autres à l'heure actuelle avec la New York Public Library, dont la volonté c'est en fait de s'appuyer sur le standard OPDS, donc cette même notion que les livres sont présentés par des métadonnées, des liens pour interagir avec eux, et qui ajoute en fait à ce standard la notion de licence à la notion de prêt. Donc, pour reprendre l'exemple que j'ai donné sur le prêt, à l'heure actuelle, une bibliothèque comme New York, si elle souscrit à un service, en gros, on lui vend un site web tout prêt, une application toute prête, et elle n'a absolument pas la main sur la manière dont les choses sont présentées, dont on peut interagir avec ce catalogue-là. Le principe ici, c'est qu'au lieu d'avoir un service tout ça clé en main où la bibliothèque ne peut rien faire, on enverrait un flux d'informations à la bibliothèque, un flux d'informations dans lequel il y a des métadonnées sur les ouvrages, que la bibliothèque sait ce qu'elle a acheté, et des liens qui permettent d'interagir avec ce catalogue. Une bibliothèque pourrait par exemple décider
de prêter un livre à 28 jours. Elle pourrait décider, par ce biais-là, de permettre de renouveler des prêts. On permettrait de faire plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'en basculant du coup vers ce type de solution verticale et intégrée, vers quelque chose qui est standardisé sous forme de flux et dont toutes les interactions sont faites sous forme de liens, c'est que potentiellement, on pourrait du coup interconnecter les différents systèmes de bibliothèques. Au lieu d'avoir des systèmes qui sont incompatibles et qui ne peuvent pas être intégrés les uns avec les autres, on pourrait se retrouver avec des bibliothèques qui agrègent plusieurs flux, mais des flux qui décrivent l'information de la même manière, qui permettent de faire des interactions de la même manière, et qui donc permettent de faire ce que la bibliothèque souhaite, que ce soit en termes de présentation ou d'interaction. Voilà. Même principe, je ne vais pas dans les détails, mais c'est exactement ce que je vous ai présenté avant, mais appliqué à un cas différent, non pas le cas de l'usager qui navigue dans un catalogue, mais de la bibliothèque qui fait l'acquisition de ressources et qui souhaite ensuite agréger et présenter ces ressources. Voilà. Merci. Merci beaucoup Adrien, pas mal de questions j'imagine. Juste quelques mots puis après laisser les uns et les autres intervenir. Tout d'abord effectivement il y a plusieurs choses à retenir, mais j'ai retenu quand même deux, trois éléments qui me semblent à la fois importants pour EPDS et en même temps pour ce qui se joue aujourd'hui comme modèle qui se met en place par pays, etc. C'est quand même le retour vers une notion de lien entre les modèles applicatifs, où on a un écart, pour ne pas dire quelque chose comme ça qui se creuse, et on a des modèles, des closed gardens, tout ça peut impliquer, et le côté qui revient en adaptant et mettant à jour la notion de lien pour qu'elle puisse à la fois fonctionner comme une distribution, une grande souplesse, agilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est une grande partie de ce que tu as présenté peut s'appliquer à des projets qui nous intéressent pour des présentations de corpus, de navigation, etc., qui ne sont pas nécessairement ceux des modèles d'interactivité avec des contrôles, que ce soit pour des raisons économiques et autres, mais c'est tout à fait intéressant de voir que le modèle il est extensible. Et ça, je crois que les ingénieurs et les autres qui sont plus impliqués que moi peuvent interagir. Du coup, c'est tout à fait passionnant de voir qu'on revient sur la dimension essentielle de à la fois souplesse et en même temps le modèle ouvert. L'autre chose que j'ai retenue, c'est assez intéressant, c'est que Atom a cette possibilité de notion de flux qui peut être extrêmement riche. Et là, je crois que l'a démontré dans plusieurs cas. Et c'est assez intéressant parce qu'on avait à un certain moment des gens qui ne sont pas nécessairement des techniciens, informaticiens. RSS, Atom a été limité à une certaine manière de jouer avec. Mais c'est vrai, avec l'évolution de ce que tu as suggéré de l'inscription, ça devient extrêmement riche pour modifier entièrement la manière dont on peut, même dans l'imaginaire populaire, je veux dire, qui n'est pas péjoratif. C'est quand même assez. Et finalement, je crois, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent dans la salle également, c'est cette distinction sur laquelle tu as insisté d'une façon quand même assez pertinente entre les API et comment elles sont à la fois bien intrusives et contraignantes, au-delà juste, etc., et le modèle qui est celui de l'OPPS. Voilà. Je crois que je vais laisser nos amis échanger avec toi. Juste sur la question en fait, d'Atom perçu en tant que mode de syndication, en fait, ça vient de l'historique. C'est-à-dire que le standard a effectivement été développé à cette fin-là, mais en réalité, ça a été fait par des gens qui s'étaient bien informés avant. Pour Atom, c'est Mark Nottingham, entre autres, qui était tout à fait au fait de ces concepts, vraiment le concept de REST, du vrai concept d'hypertexte, et qui en fait, en mettant au cœur de cette technologie-là, ces concepts-là, laisse beaucoup de portes ouvertes. C'est-à-dire que en s'appuyant sur le vrai modèle du web, on peut faire beaucoup de choses, on peut quasiment tout faire. C'est ce que tu as dit également aussi sur la façon dont on a essayé de passer vers l'applicatif au lieu de rester avec le modèle qui était celui structuration, ainsi de suite, présentation de l'information. On voit les tensions, les conflits qui étaient un petit peu dans les débats autour des itérations différentes, on va dire, à la fois HTML, SHTML et tout ce qu'on a depuis.
C'est que la page web, en fait, avait un peu vocation d'être un document, mais quelque part, c'était un assez piètre document. Avec des ajouts autour des feuilles de style et des modèles d'interaction autour de JavaScript, la page web est devenue un meilleur modèle applicatif que documentaire. Ceux qui cherchaient à structurer l'information, leur intérêt, dont le père fondateur en l'occurrence, s'est déplacé vers le web sémantique, avec là une structuration très très forte et assez complexe, où justement si on présentait les deux sous forme de graphes, d'un côté le web c'est un graphe sur lequel on a plein de ressources liées entre elles, mais on n'a rien vraiment sur comment les ressources sont liées entre elles, et au contraire le web sémantique, c'est un monde dans lequel il y a déjà beaucoup plus de ressources et où au contraire on structure très très fortement la manière dont les ressources sont liées entre elles. Cette notion de triplet, ça structure de manière très forte. Là, en fait, quelque part, sur justement ce que des gens comme Refilling ou ce qu'on utilise, quelque part, on est sur quelque chose qui est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas non plus à éclater tout sous forme de ressources. C'est-à-dire que le document reste une unité importante. Donc, dans le cas de PS, le document, c'est soit la collection, soit la ressource. Mais cette notion documentaire reste forte. On a quand même un document où on a beaucoup de choses, mais on a plus d'intelligence dans les liens et dans les relations que sur une page web. Voilà. Sur une page web, quelque part, on peut trouver du sens. D'ailleurs, un bon exemple, c'est Google, qui à la base a justement fait sa différenciation et s'est imposé en trouvant du sens, mais c'est un sens qui est qui n'est pas décrit directement, c'est-à-dire qu'il faut le trouver, il faut le découvrir, c'est-à-dire soit en utilisant le texte quelque part, soit en justement regardant la forme de ce graphe-là et en trouvant du sens de par la forme de ce graphe. C'est assez différent. Là, on est sur quelque chose qui est structuré, mais pas trop. On reste quand même sur des documents, mais des documents sur lesquels les liens, en tout cas, ont du sens. Tu disais qu'il y a l'IPUB et les spécifications qui ont plus en plus en compte la diversité des données qui sortent. Je pense que c'est grâce au retour du secteur IPUB, des critiques sont fréquemment formulaires un peu de l'IDPF et du tracé. Vous avez l'air noté des feedbacks sur les pratiques, les besoins, les envies des concepteurs. Vous avez même à faire évoluer parce que c'est une. Il me semble en effet que vous êtes en partie pensé à la notion POL, à la notion ancienne, qui a été en fait, qui a eu les vertus, qui a été étalée à la mesure de l'homme. Mais ce qu'on disait symboliquement, la page a été construite à la mesure, à l'antenne de page, de page. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, ce qui a éminemment changé, c'est à la fois cette notion de pratique et c'est même notre corps. Notre corps est plus vraiment adapté à la page imprimée. Et il me semble donc que l'IDPF et l'UE3C doivent prendre en compte de nouvelles techniques et pratiques internationales qui sont articulées au web, qui ne correspondent plus justement aux pratiques qu'on peut avoir avec l'agriculture en ligne. Donc je voulais savoir si aujourd'hui vous prenez en compte des études, un certain nombre d'âmes, des études ethnographiques qui étaient menées sur les pratiques internationales, que tu as réactivé, dont tu as parlé à plusieurs reprises, parce que tu étais passé en fait du terme expérience sur le web à j'ai senti, en tout cas je te suggère, à celui de pratique. On a réactivé des notions comme cette interprétation concernant le lien. Donc je voulais savoir si tu parles de tenir en compte ces études, et puis en plus, j'ai été à San Francisco avec la grande spécialité de l'évaluation qui avait été. Et ensuite, pour poser les rapprochements qui étaient de plus en plus faits à l'IDPF entre l'IPUB et le web. Donc, cette notion de page, en fait, elle n'existe pas vraiment, elle n'existe pas au niveau de l'IPUB. Très souvent, la volonté de réintroduire la page, elle vient des éditeurs. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait autour du fixed layout, donc le fixed layout, qu'est-ce que c'est ? C'est pas vraiment une page, c'est un espace défini et limité. L'IPUB et le web, c'est le monde du recomposable, donc de quelque chose qui s'adapte
en fonction des écrans et de la manière dont on souhaite présenter le texte. Même si ce n'est pas forcément vrai pour le web est moins recomposable que l'EPUB, parce que très souvent, c'est un environnement applicatif, donc il y a des éléments qui sont fixés pour la navigation. Donc je dirais quelque part que l'EPUB est plus recomposable et plus adaptable que le web, naturellement. C'est une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend des points de vue. Donc cette notion-là a été très fortement, c'est les éditeurs qui veulent la réintroduire. C'est-à-dire qu'il y a une manière de réfléchir le livre autour de cette notion de page, en particulier dans certains mondes, dans les univers un peu plus graphiques, quand on est dans la BD, quand on est dans l'éducation, où c'est des unités aussi. Voilà, pour la double page, par exemple, c'est une unité qui est utilisée beaucoup dans le monde de l'éducation. On n'a pas d'unité, quelque part. C'est peut-être ce qui manque, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut-il une autre unité ou pas. On n'en a pas. Donc chacun, quelque part, redéfinit la page à sa manière. Ça peut aller de Adobe, qui calculait ça en nombre de caractères, à Amazon, qui a un système très étrange de location, comme ils disent. Voilà. Mais c'est d'ailleurs un travail qui n'a pas été fait. Est-il nécessaire d'avoir cette notion quelque part pour s'y retrouver dans un livre? Peut-être que oui, peut-être que non. Ensuite, pour moi, ce qui est important, en fait, plus que cette notion de page ou de flux et tout ça, c'est que on manipule pas tout à fait la même unité d'information en EPUB et sur le web. Sur le web, en fait, tout est ressource et il n'y a rien d'autre comme unité que la ressource. En EPUB, à la base, on a deux unités. On a la ressource. Donc la ressource, ça va de l'image à la page HTML à la police embarquée. Et on a ensuite la notion de publication. Donc une publication, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de ressources qui sont regroupées dans un conteneur, qui sont ordonnées. Donc je donne un ordre dans lequel je vais consulter les ressources. On associe aussi un ensemble de métadonnées qui correspondent non pas à chaque ressource, mais à cet ensemble, la publication, et certaines facilités de navigation. Table des matières, mais ça peut être aussi des listes d'illustrations, listes de ce que tu veux. Voilà. Le problème que je vois là-dessus, c'est qu'en réalité, c'est pas forcément la bonne unité non plus. C'est-à-dire que c'est un plus et un besoin, en particulier dans le monde du livre, d'avoir cette notion de publication, mais c'est pas suffisant. Un ajout qui a été fait récemment dans la dernière révision en fait, de l'EPUB 3.0.1 et qui en fait est en train de faire des bébés un peu partout dans les autres spécifications, c'est la notion de collection. C'est-à-dire que en plus d'avoir ce regroupement de toutes les ressources ensemble qui font une publication, pouvoir prendre un sous-ensemble plus réduit de ressources et de donner un sens à ce regroupement. Un exemple très simple, je lis un recueil de nouvelles, je vais avoir différents auteurs peut-être, ou des dates de publication différentes pour ces nouvelles, ou voilà, des informations bibliographiques qui peuvent varier. Si j'ai que la notion de publication, je vais pouvoir uniquement parler du recueil, mais jamais parler des nouvelles de manière indépendante les unes des autres. En ayant une notion plus fine de regroupement des ressources, je peux qualifier cette information-là. Un manque du web, c'est que rien du tout de la sorte n'existe quasiment. Il n'y a rien, il n'y a pas de... il n'y a pas de standard véritablement qui permettent de gérer cette information-là. Il n'y a rien dans le web qui va me dire ces 4 URI ensemble, c'est le chapitre d'un livre, ou c'est un article, ou c'est ce que tu veux. Cette notion-là n'existe pas. Je ne peux pas dire qu'il faut lire celle-ci après celle-là. Je ne peux pas associer de métadonnées à l'ensemble de ces ressources de manière groupée. Je vais avoir des métadonnées par ressource, mais jamais de métadonnées sur cet ensemble-là. Je pense qu'un travail de réflexion à faire, c'est peut-on, avec des ensembles, peu importe la taille de l'ensemble, les regrouper d'une manière ou d'une autre et leur associer des métadonnées, ou pas que des métadonnées, ça peut être aussi des modalités d'interaction. Et là-dessus, je pense que autant l'IDPF que le W3C
ont à apprendre l'un de l'autre, parce qu'aucun des deux modèles n'est satisfaisant. Et ce rapprochement, à mon avis, doit forcément se faire dans ce sens-là. Il faut revenir sur la notion de conteneur et la notion de publication telle que l'a définie EPUB, chercher à faire quelque chose qui puisse être généralisable au web, et faire quelque chose où les ressources ne vivent pas forcément dans un fichier, mais peuvent vivre sur le réseau, sur le web. Voilà. Est-ce que c'est les travaux, est-ce que ce sont ces travaux-là qui seront faits? Je ne peux pas te donner cette réponse. Pour l'instant, les travaux se font plutôt sur des questions type comment avoir une meilleure typographie sur le web. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se fait. C'est un début, parce qu'effectivement, il y a des progrès à faire effectivement en typographie. Mais pour moi, la question fondamentale, c'est pas ça. La question fondamentale, c'est comment est-ce que on peut avoir un ensemble de ressources. Que signifie cet ensemble de ressources? Et si on veut aussi un rapprochement plus fort entre le web et l'EPUB, on va être aussi face à une contradiction importante, ce paradoxe un petit peu que je signalais, qui est que le web veut être un environnement applicatif et pas un environnement de documents. Si je lis un livre, dans le contexte d'un site web, très souvent, je vais avoir le menu du site, plein de choses. Ce qui fait qu'on a des services spécialisés sur l'extraction. Voilà, c'est bizarre quand même. C'est-à-dire que, en gros, le web est mal fait sur ce point-là, qu'on a besoin d'avoir des pockets, des navigateurs qui ont des fonctionnalités pour extraire ce qu'on veut lire et pas le reste, et le lire ensuite, et le manipuler, changer la taille ou le lire en offline. C'est problématique qu'on ait besoin d'avoir des services comme ça. Si on veut vraiment avoir une bonne articulation entre EPUB et le web, il faut aussi qu'on puisse mettre une meilleure frontière peut-être entre le document et l'environnement applicatif pour faire fonctionner les deux ensemble. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, hein, mais si on n'arrive pas à faire un peu la part entre les deux, ce sera difficile aussi de les relier l'un à l'autre. Oui. En général, oui, il y a des choses comme ça. Effectivement, très souvent, ce qui est fait, c'est qu'ils retirent les publicités, ils ont une liste du RI pour la... Mais ouais. Mais c'est pas que ça, c'est que peut-être que j'ai envie d'avoir une police différente, peut-être que j'ai envie de le lire quand je suis dans le métro, que j'ai pas de la... Enfin, il y a plein de raisons de le faire. Peut-être que je souhaite annoter et que mes annotations puissent circuler entre une page web et un fichier EPUB. Il y a des tonnes de raisons de penser ça. Mais je pense que ça remet... Le gros risque là-dessus, c'est que ça remet un petit peu le W3C dans sa contradiction entre le modèle documentaire et le modèle d'application, qui a été un clash assez considérable. Ce qui n'est pas anodin par contre, c'est que la personne qui était en charge du groupe W3C sur le web sémantique est la personne qui est en charge à l'heure actuelle du groupe sur l'édition numérique. Voilà. Oui, je ne vais pas rentrer sur cette question effectivement entre le web applicatif qui effectivement s'est greffé avec des formes de transactions et d'échanges qui sont pas très transparentes. En revanche, je pense qu'il faut vraiment penser en des termes de rapport de force. C'est-à-dire qu'est-ce que pèse l'usage d'OPDS maintenant, puisqu'en fait c'est quelques acteurs finalement indépendants qui vont l'utiliser, qui ne sont pas des acteurs publics, qui sont des librairies indépendants, des diffuseurs indépendants, et pas les grandes masses que sont Kindle, Google Books et iTunes Books. En termes de part de marché, d'utilisation effective, où est-ce qu'on en est? Déjà, il faudrait savoir de quelle métrique on parle pour évaluer cette... Parce que si on parle d'achat, est-ce qu'on parle de documents téléchargés, ce serait difficile à... Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, de toute façon, pour faire simple, les fameux GAFA, Google, Apple, c'est pas forcément dans l'intérêt d'avoir quelque chose qui est ouvert. Au contraire, c'est une très bonne opportunité pour eux de fermer les portes et de créer un écosystème dans lequel ils contrôlent tout. Et ils ont aussi un contrôle sur... ils récupèrent aussi des données qu'ils ne récupéraient pas forcément avant. On récupère beaucoup plus d'informations sur les usages d'un environnement fermé de ce type-là
que sur un site web, et déjà on en récupère beaucoup trop sur un site web, donc ça montre à quel point on passe encore l'étape d'après. Pour ce qui est de l'usage, je pense dans les tendances qu'on va se dessiner, c'est les bibliothèques en ce moment qui sont plus intéressées. C'est quand même des acteurs publics. Une des raisons pour lesquelles les bibliothèques sont en ce moment les plus intéressées, et on voit un des plus actifs en ce moment, là, c'est la New York Public Library sur ce sujet-là. Ils sont en train de construire tout leur système en numérique, NYPL Lab autour de ça. J'ai parlé aussi avec pas mal d'acteurs côté norvégien. Eux aussi sont en train de construire tout leur système dessus. C'est que, quelque part, la librairie numérique a tendance à aller à vouloir être exhaustive. C'est-à-dire à vouloir avoir tous les catalogues, tous les livres qu'ils peuvent avoir sur le marché. Le catalogue, du coup, qu'est-ce que ça devient? Ça devient une expérience et ça devient la fameuse curation, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire une capacité à mettre en œuvre les choses. Les bibliothèques ne sont pas dans cette situation-là. Elles font encore des choix dans leurs acquisitions. Il y a encore il y a une tendance à avoir plus de différences entre les catalogues de bibliothèques qu'entre les catalogues de libraires. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est qu'un libraire numérique, en général, va pouvoir s'adresser au monde entier. Une bibliothèque, en général, s'adresse à une collectivité précise. Elle va s'adresser, c'est une bibliothèque municipale, c'est une bibliothèque départementale, ça peut être une BCU si on est en Suisse, enfin, on a différentes unités. Donc on a là où pour la partie librairie, on peut avoir cette tentation, et le numérique très souvent pousse à ça, de concentration vers un tout petit nombre d'acteurs. La nature même des bibliothèques fait qu'on a besoin d'avoir une diversité d'acteurs. Pourquoi? Parce qu'elles correspondent à quelque chose de local. Donc, quelque part, les bibliothèques ont naturellement beaucoup plus besoin d'un standard comme OPDS pour toutes ces raisons-là. D'accord, donc en fait, selon vous, c'est d'abord des diffuseurs de livres en accès libre et des bibliothèques qui vont utiliser OPDS. Je pense que dans les prochains mois, c'est la tendance qui est en train de se dessiner. Oui. C'est pas forcément en accès libre, parce qu'en fonction des bibliothèques, ça peut être... Merci beaucoup de cette présentation. Moi, j'aurais deux questions qui portent un peu sur les API, parce que c'est mon dada. D'abord, cette espèce d'opposition, je ne sais pas si c'est une opposition, mais une alternative en fait, entre la structuration et la présentation. Sur le fait que l'API, ça permet de structurer l'information plutôt que de la présenter. Or, ce que tu as montré notamment dans l'analyse des interfaces, c'est que la structuration influence considérablement la présentation. Enfin, il me semble. Du coup, Alors, je suis pas forcément d'accord. Ouais. Non, il me semble que surtout dans les API, à deux niveaux, c'est d'abord que dans la documentation des API, le premier point, c'est qu'il y a souvent une recommandation de design d'interface. Bon, ça, d'accord. Et de deux, j'ai l'impression, mais ça, c'est peut-être en discuter, j'ai l'impression que l'objet technique API amène avec une certaine esthétique qui est celle de la modularité, de la reposition, c'est peut-être la souplesse de Paramilad dans la gestion des différents objets qui vont être manipulés. Voilà. Et après, j'ai une deuxième question. Donc sur la présentation, je dirais que pour ce qui est la manière dont visuellement les éléments sont présentés à l'écran, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'une API, au contraire, permet beaucoup de souplesse sur la manière dont visuellement, sur un écran, on va pouvoir présenter les choses. Et quand je dis visuellement, en fait, encore une fois, c'est faux, parce que je prenais l'exemple de l'accessibilité. Ça permet, par exemple, de rendre un catalogue accessible. Et voilà, on ouvre d'ailleurs des modalités qui dépassent une modalité visuelle. Ceci soit dit, on définit toujours des unités d'information. En fait, je pense que c'est plus par l'unité d'information qui est communiquée qu'on influence que par autre chose. C'est-à-dire que si mon unité d'information est très fine et que du coup il faut faire beaucoup d'appels d'API pour avoir quelque chose qui est un peu plus important, alors on va en général, pour des raisons techniques, vitesse, toutes ces choses-là,
aller à l'encontre de représentations qui seraient plus globales dans l'information. Donc, pour moi, le plus important, c'est quelle unité d'information est envoyée, de 1, et de 2, qu'est-ce qu'on permet de faire en termes d'interaction. C'est-à-dire que si j'ai très peu d'interactions possibles pour manipuler cette unité d'information, alors bah oui, forcément, on sera très limité aussi sur visuellement ce qu'on peut représenter. Voilà. Après, encore une fois, toutes les API ne sont pas égales. Il y a des API qui, effectivement, sont très peu souples et disent on fait comme ça et on n'a pas d'URI template, et on n'a pas de... Et on a des API qui, au contraire, sont permettent beaucoup plus de choses. Voilà. Il y a toujours un petit peu un débat aussi entre les défenseurs de choses très pragmatiques, qui disent oui, mais attention, il faut que ça aille vite, il faut que tout se fasse en un seul appel, et ceux qui cherchent au contraire à avoir des choses plus modulaires. Donc il y a aussi cette bataille un peu entre performance et modularité qui est à prendre en compte et qui a une influence assez importante sur le design d'API. Dernière question. Sabio, oui, en fait, un deuxième point qui m'a beaucoup intéressé, là j'ai vraiment pas trop d'idées là-dessus, c'est quand tu dis que, enfin, il y a une notion d'universalité que tu as convoquée. Tu dis par exemple la page web est une unité universelle pour un navigateur, ou alors qu'on passe, si on est passé de quelque chose d'universel à des envois applicatifs. En fait, qu'est-ce que tu entends par universel dans ce sens-là? Parce qu'il me semble qu'il y a quand même un discours très fort de l'universalité aussi autour par exemple dans les API, dans un discours d'universalité, par exemple dans le fait que beaucoup d'API disent que dans la documentation, ça permet un affichage similaire, une reproductibilité des formes indépendamment du support d'affichage complet. Donc voilà, quelle est cette notion d'universel là quand tu dis que la page est une unité universelle? Alors, bon, déjà, première chose, si on doit lire une documentation pour une API, elle n'est pas bien faite. Non, c'est pas ça. Je veux dire, si toutes les API étaient visibles en elles, on n'aurait pas. Elles doivent tendre vers cela. C'est-à-dire que les API où il faut qu'on ait une liste de 100 URL sur lesquelles on doit savoir quelle version il faut mettre dans l'URL pour que ça marche, là on tend vers quelque chose qui est effectivement très peu universel, et c'est quand même le cas de beaucoup d'API. Donc je ne dis pas qu'on peut s'abstenir de toute documentation, mais en tout cas, plus on tend vers quelque chose où il suffit de consulter la ressource pour comprendre comment on peut interagir avec, plus on tend vers une universalité. Donc ça, c'est un premier point qui me semble quand même assez fort, même si ça peut provoquer des réactions. C'est normal que ça provoque des réactions, c'était attendu. Non, il y a quand même une difficulté, c'est-à-dire que effectivement, très souvent sur une page web, on ne présente pas une information structurée, mais c'est quelque chose quand même, c'est pas totalement universel, mais on tend vers une universalité. C'est-à-dire que je peux aller sur n'importe quel site je sais pas, n'importe quel site pour écouter de la musique. Ils vont m'envoyer une page web que je pourrai afficher dans un navigateur. Si je prends les 10 mêmes services pour de la musique et que je regarde leur API, il n'y en a pas une qui ressemblera à l'autre. Donc si je veux interagir avec les deux, j'aurai besoin de faire une intégration techniquement différente avec chacune de ces 10 API. Et il y a de fortes chances aussi que sur l'unité d'information, les interactions qui sont présentées, il y ait des grosses différences d'une API à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est quand même un changement assez important. Voilà. Merci, Adrien. Je crois qu'on va déployer le PDS. Si tu multiplies les journées par Mais non, c'est facile. C'est très bien, on est là pour ça. Autrement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai qu'on ne les expose pas par un PDS. Non, c'est vrai, il faudrait déjà qu'on arrive à pouvoir les exposer proprement en OAI. Ouais, il y a ça de base, ouais, il y a un PDS facile.
C'est pas très différent. OAI en Dublin Core ou en Unimark? Voilà, c'est quasiment la même chose. Oui, mais ce qu'on n'a pas, c'est les facettes, ni les requêtes. Là, il faut aller lire la spec, c'est assez intéressant. Évidemment, il faut d'abord avoir l'information structurée pour offrir des services. Ouais. Enfin, en gros, en entrepôt OAI, vous pourriez faire exactement la même chose dans OPDS. C'est simplement, en gros, c'est un flux d'acquisition paginé, dans lequel je vais pouvoir découvrir des ressources. On est sur de l'atome avec du Dublin Core, donc c'est... voilà. Et après, il y a d'autres éléments qui font la valeur des interfaces, comme par exemple avoir des images de couverture. On ne les a pas, donc on aura des consommateurs des données qui ne fonctionneront pas. Ce qui était dit sur les API qui, selon les utilisations, vont quand même avoir des influences. Là, si on montre un exemple où on veut une navigation avec des images, en OAI, ce n'est pas du tout l'usage, donc du coup... En fait, l'OAI, c'est quelque chose qui sert entre un entrepôt de publication et une bibliothèque ou un acteur qui souhaite agréger. Voilà. Ouais, pour pas mal de choses. C'est-à-dire que très souvent, les bibliothèques peuvent s'en servir un exemple, c'est sur les ressources numériques des bibliothèques. Ça peut être une manière de représenter dans l'OPAC des ressources numériques. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. La différence, c'est qu'OPDS, c'est pas... On peut s'en servir pour ça, mais on peut s'en servir aussi pour exposer un catalogue qui, lui, va être directement explorable par un client OPDS. Et on n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire qui ensuite... voilà. On peut directement y accéder. Mais dans le cas de ce que j'ai présenté à la fin, l'extension d'OPDS, c'est exactement comme de l'OAI, dans le sens que c'est fait pour être moissonné par une bibliothèque. La différence, c'est que l'OAI, j'ai juste des métadonnées. Là, je vais avoir des liens qui vont me dire comment créer un prêt, comment voir l'état du livre et interagir avec cette ressource numérique.